Bonjour Camille Stangel. Salut. Oui, tu peux dire salut, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On se retrouve avec ma communauté aujourd'hui pour découvrir ton histoire. Tu es danseuse de rue depuis l'âge de 13 ans. Tu dénonces notamment par la danse le harcèlement et le revenge porn que tu as vécu dans ton adolescence à la Suisse. Dans ton adolescence à la Suisse, j'ai dit à la suite, pardon. Tu vois, je suis plus stressée que toi. De photos dénudées et on va découvrir ton histoire en toute intimité. Avant qu'on découvre ton histoire, Camille Stangel, je te propose de découvrir de redécouvrir une de tes vidéos que tu as partagée avec Jonathan Matijas et ton manager qui est aussi ton chéri, je crois. Mais c'est qui danse bien. Ah oui, oui, oui. C'est toi qui lui as appris la chorégraphie? C'est moi et mon copain du coup. C'est vous deux qui lui avez appris la chorégraphie. Dans quel cadre est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Jonathan Matijas? Alors en fait j'étais invitée dans une soirée privée à Paris et puis du coup il était là en fait et du coup on a échangé par le biais de l'Alrima qui est un rappeur et du coup Alrima m'a présenté Jonathan et Jonathan m'a présenté et puis du coup on a parlé et puis on s'est échangé, il a dit mais je te suis sur TikTok, j'aimerais bien que tu m'apprennes à danser. Et puis il nous a proposé à moi et mon copain de venir à Nice une semaine. Et puis voilà, puis on l'a managé, on va dire, en danse. Donc il connaissait ton histoire. Il me suivait sur les réseaux sociaux, c'est ça, ouais. Il me suivait sur TikTok. Qu'est-ce qu'il a pensé de ton histoire? Parce qu'on va voir que tu parles, tu verbalises au travers du... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais du non-verbal, au travers des gestes. Oui. En fait, j'avais pas encore fait de vidéo à ce moment-là sur le harcèlement, donc il ne savait pas mon harcèlement. D'accord. Donc il m'avait juste découvert au biais de la danse et puis du coup il voulait que je l'entraîne à danser. En fait, il voulait apprendre à danser et puis quand on est parti à Nice une semaine, et là on a un peu discuté de nos vies privées et tout ça. Et je lui ai parlé de mon harcèlement et il a dit ouais c'est fort ce que tu fais finalement, c'est très fort par rapport à la danse et tout ça. Donc, En fait, tu t'es servi de ce que beaucoup considèrent comme étant une faiblesse ou un souci, un problème. Tu en as fait une force. Et peut-être que c'est la danse qui t'a permis d'exprimer ce que tu n'arrivais pas au travers des mots. C'est ça, parce que en fait, la danse, ça m'a vraiment permis à me libérer au niveau de ma tristesse, de ma haine. Enfin, vraiment, je pouvais ressentir mes émotions en danse. Donc ça m'a permis de... Ça me canalisait, on va dire, la danse. Donc. On peut regarder un extrait de la vidéo, je crois que c'est une des premières vidéos que tu as faites pour dénoncer le harcèlement au travers de la danse. Oui. Est-ce que c'est aussi dur qu'une story time? Ouais, quand même. C'est très très dur parce que dans la danse, entre guillemets, je me livre un peu. Je raconte un petit peu mon histoire, donc ouais, c'est un peu dur quand même. Parce que là, je parle pas, je fais des gestes, et les gestes, ça peut être plus fort que des mots. Donc ouais, quand même. Comment tout a commencé avant cette vidéo? Et après, tu nous expliqueras qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action. Alors, en fait, il faut savoir qu'avant mon harcèlement, j'ai été touchée dès mon plus jeune âge. À mes 8 ans, ma grand-mère s'est suicidée. Donc ça a été un très très gros traumatisme pour moi, un très gros choc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été très fragile en fait, j'ai été très sensible. Et en fait, 3 ans après, je suis rentrée au collège et puis je commence à rencontrer des copains, des copines, des petites amourettes à droite à gauche. Et puis j'ai rencontré un garçon, donc à mes 13 ans il me semble, si je me souviens bien, 12-13 ans.
Et je suis restée 2 semaines, bon, c'était une amourette. Et un jour, il m'a demandé de faire une photo de ma poitrine, parce que c'est la grande mode des garçons de fais une photo, et puis je suis le roi du monde, donc bref. Et j'ai fait cette photo parce que j'étais sous l'emprise de la menace, parce que ça commençait à être du harcèlement. Après, ils ont débarqué devant chez moi pour que je fasse les photos. Les photos, je les ai faites, j'ai pas eu de nouvelles. J'avais une meilleure amie avec qui je m'étais embrouillée. Elle a été voir mon ex pour le payer en fait pour avoir les photos. Parce qu'on s'était embrouillé, moi et ma meilleure amie. Elle a payé mon ex pour avoir les photos. Les photos, elle les a reçues. Elle les a envoyées à un mec assez connu sur Le Havre. Et les photos ont été diffusées un dimanche soir sur Facebook. Parce qu'avant, Facebook était assez connu. Et les photos, elles ont été diffusées un dimanche soir. Et puis, il y avait ma tête sur les photos. Donc, j'étais, on va dire, la petite fille timpe du Havre, quoi. Donc, j'étais assez vue par tout le Havre. J'avais une réputation de, on va dire, de pute, comme on peut dire. Et puis, quand elles ont été diffusées, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que mes parents n'étaient pas au courant. Le soir même, ils ont été au courant parce qu'on a appelé sur le téléphone fixe de mes parents. En fait, ils cherchaient le numéro de ma famille et tout ça. Et quand les photos ont été diffusées, donc ils ont appelé mes parents et ils disaient que j'étais une pute, que je méritais de me suicider comme ma grand-mère s'est suicidée, qu'ils ne méritaient pas d'avoir une fille comme moi, enfin des insultes en fait à mon égard, donc c'était assez touchant. Mes parents n'ont pas voulu plus que ça, ils m'ont fait la morale, mais ils m'ont pas voulu plus que ça parce que j'étais une jeune adolescente, enfin un peu perdue, qui était pas forcément bien dans cette période. Donc ma mère, elle essayait de me faire relativiser, mais c'est rien, c'est qu'une paire de seins, c'est pas grave. C'était un peu dur, donc elle essayait de me faire redescendre parce que je pensais directement au suicide à ce moment-là. Je pensais déjà à quitter la vie parce que pour moi c'était inimaginable de retourner en cours, d'avoir des amis, parce que du coup tout le monde s'est retourné contre moi. Ça te paraissait insurmontable? Ouais, pour moi c'était impossible que j'aille de l'avant. Vraiment, c'était impossible pour moi. Et du coup, le lendemain, je suis allée au collège en question. Et j'ai pris un couteau chez mes parents. J'ai pris un couteau de 22 cm en pensant vouloir me suicider devant tout le monde pour que les gens comprennent la douleur que j'ai pu ressentir. Parce que je faisais un peu un appel à l'aide dans le sens où regardez ce que vous faites, regardez ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un très gros impact. Et quand je suis arrivée à l'école, toutes les troisièmes sont venues me voir. Ils m'ont dit « Camille, rentre chez toi, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir ». Et ma mère m'avait plus ou moins obligée parce que fallait que je montre que je suis forte. Parce que si je suis pas là, c'est signe de faiblesse. Ma mère m'avait dit « Bats-toi, bats-toi, bats-toi », mais moi, c'était impossible de me battre. Donc, je suis arrivée en premier cours, c'était cours de techno. Et en cours de techno, je commençais à me scarifier les bras. Et quand je me suis scarifiée, il y a une fille qui m'a vue, elle est partie se plaindre à la CPE. La CPE m'ont convoquée, ils m'ont mis en conseil de discipline et j'ai été virée parce que j'ai ramené une arme blanche. Ils n'ont pas pensé à quel point j'étais mal dans ma peau. Donc j'ai été directement virée du collège. Je me suis faite vraiment bien insulter par tout le monde parce que tout le monde avait vu les photos. Donc je me faisais regarder de travers, sale pute, tes dents de castor, parce que j'avais des dents assez de travers, donc c'était un peu dur sur mon physique. Et donc je me suis fait beaucoup critiquer, beaucoup insulter. Et puis après, je me suis fait virer en mai 2012 ou 2013 du collège. Donc après, il y avait les grandes vacances, juin, juillet. Et en septembre, je suis allée dans une autre école. Parce que du coup, on attendait la lettre de l'Académie de Rouen pour voir où est-ce que je vais être placée. J'ai été placée donc, dans un collège de quartier au Havre. Et donc là, ça a été encore pire. Et puis là, je me suis fait des scarifications où j'ai eu 3 points de suture, 8 points de suture et 2 points de suture sur le doigt. J'ai terminé 4 fois à l'hôpital pour tentative. Donc au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais y rester. Donc ouais, c'était assez dur et ça a été comme ça à partir de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans. Donc ça a duré pendant longtemps parce que les photos, elles continuent de circuler. Encore l'année dernière, les photos sont ressorties. Pourtant, j'ai 20 ans. Pendant le confinement? Ouais, pendant le premier confinement, les photos sont ressorties sur Snap. Et ça a été pendant de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans, on m'a parlé de mes photos. Donc les photos ont toujours été là. Donc je ne suis pas, entre guillemets, ça se trouve demain, elles vont ressortir les photos. C'est que ça restera toujours là. Et
Et ouais, bah, c'est très dur et c'est pesant parce que ben, il y a toujours des personnes qui vont sortir des trucs, oublie pas ce que tu as fait à l'époque, oublie pas qui tu es. Donc c'est dur de se reconstruire une image après tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont poussé? On va reprendre par les bases. Pourquoi est-ce que ces jeunes t'ont Mhm. poussé à te prendre en photo seins nus? Je pense que c'est l'ego du garçon parce que en fait dans la génération qu'on vit et à cette génération-là donc de 2012, enfin pour moi ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est que les hommes se sentent puissants quand ils ont des photos d'une fille, d'une nana à 13-14 ans, ils se sentent puissantes en équipe. Eh, regardez ce que j'ai fait à une fille, regardez, j'ai couché avec elle. Ils se sentent plus valorisés, je pense. Après, je sais pas ce qui l'a poussé à faire ça, vraiment, je sais pas parce que j'ai porté plainte. J'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. Ça a été classé sans suite? Oui, oui, j'ai porté plainte 4 à 5 fois pour ce genre d'histoire. Toujours classé sans suite. Toujours, toujours, toujours. Et j'ai eu j'ai même des feuilles où on disait que j'étais partie à l'hôpital quand même pour ça. S'en foutent. Alors classé sans suite, pourquoi? Parce que je peux savoir pourquoi tu portais plainte. Est-ce que c'était pour agression? Est-ce que c'était pour harcèlement? Pour revenge porn? Alors c'était pour enfin harcèlement déjà, Oui. parce que harcèlement, et je sais plus comment ça s'appelle là. Photo privée divulguée? Oui, voilà, photo divulguée sur les réseaux sociaux et ça a été classé sans suite. Ils l'ont entre guillemets, ils l'ont convoqué, donc ils lui ont mis un coup de pression et puis ça y est, c'est fini. Voilà. Ils lui ont dit, c'est pas bien ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait à cette jeune fille, et puis voilà quoi, c'est tout. Parce que ce que tu expliques, c'est un crime. Oui, oui, C'est oui. un crime quand on vient voir quelqu'un et qu'on l'oblige Mhm. à se dénuder pour faire une photo et qu'on l'oblige à sourire, c'est ça, j'ai bien C'est compris? ça. Bah Pourquoi? oui, parce que sinon c'était signe que j'étais forcée, si je souriais pas sur les photos. Donc ouais, bah ça a été très dur pendant très très longtemps dans ma vie. J'ai été dans un mal-être énorme parce que bah les policiers qui ne m'aident pas, c'est-à-dire qu'ils font rien pour cette histoire. Plus d'amis, donc les gens se retournent tous contre moi parce que ben, ils ont vu que j'avais fait des photos de ma poitrine à un garçon à 13 ans, donc c'est une fille assez facile. Donc du coup, j'étais une fille facile pour tout le monde. Et puis bah ouais, le fait que je sois seule et que bah, la police ne fait rien et que bah eux sont tranquilles, en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont poussé une fille au suicide qui aurait pu mourir du jour au lendemain, mais ça a jamais fait tic à personne. De quelle façon est-ce que la police t'entendait? Comment t'étais reçue? Alors, la première fois, ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté et tout ça, ils m'ont dit très bien, on va prendre votre témoignage, etc. Ils ont pris mon témoignage, voilà. Et la deuxième fois que je suis retournée pour la même histoire, ils ont dit, mais vous savez que ce genre de photo, vous avez qu'à pas être provocatrice, vous avez 13 ans, c'est un peu provoquant d'envoyer ça à des garçons, vous avez qu'à pas faire ça, vos parents ils vous suivent, enfin vous n'avez pas à être sur les réseaux sociaux, enfin en fait on Donc faisait un rappel. on te rend 2 fois plus victime en Ouais, fait? c'est ça, 2 fois plus exactement. coupable? Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que justement, quand j'avais fait. Parce que du coup, j'ai fait une télé par rapport à ça. J'avais fait Énergie 12 pour parler de mon harcèlement. Et il y avait une avocate qui était là. Et moi, je la regardais droit dans les yeux et elle disait oui, mais vous savez, aujourd'hui, pour vraiment que ça aille. Pour vraiment que la plainte elle soit suivie, il faut avoir un avocat. Sauf que tout le monde ne peut pas se payer un avocat. Tout le monde n'a pas l'argent pour se payer un avocat. Donc ça veut dire que demain on veut déposer plainte, il faut obligatoirement un avocat pour avoir une suite. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et ça me fout encore la rage aujourd'hui parce que je me dis qu'il y a tellement de jeunes qui subissent du harcèlement mais qu'en fait, elles sont obligées de se débrouiller seules pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir, elles peuvent même pas, entre guillemets, compter sur la justice ou sur la police. Et moi, ça me fout la haine, ça m'attriste, ça me fait mal au cœur. Et j'ai plein de jeunes qui viennent me voir en me disant Camille, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Donc moi, je joue un peu le rôle de la psy parce que ça me fait de la peine en fait de voir ces jeunes filles. C'est comme quand j'ai fait Ça commence aujourd'hui pour parler de mon harcèlement. Dans Ça commence aujourd'hui, ils ont publié l'extrait. Ils ont dit que ma mère, c'était pas une mère exemplaire. On m'a insulté. On a insulté ma mère parce que ma mère, c'était pas une maman exemplaire parce que ma mère n'a pas fait son travail. Dans le sens où Qui a dit ça? les gens sur les réseaux sociaux, tout le monde. Ça a été que une vague d'insultes auprès de ma mère.
auprès de mes parents, auprès de moi. Mais qu'est-ce que tu avais dit pour ça? Bah, j'avais expliqué ce que je viens de te raconter, comme quoi j'ai fait des photos de ma poitrine à 13 ans parce qu'on m'avait menacé de les faire. On m'a dit non mais attendez, moi ma fille a fait ça, je la tue. Moi je répondais aux commentaires, je dis mais attendez, vous rendez compte de ce que vous dites? Votre fille demain, elle fait des photos de sa poitrine dans votre dos. C'est-à-dire qu'elle n'ose même pas vous en parler. C'est grave, parce que si votre fille n'ose même pas vous en parler, c'est que il y a quelque chose derrière. C'est que votre fille, elle a peur de vous, alors que c'est censé être le contraire. Vous êtes sa mère, vous êtes censé être là pour elle. Si votre fille, elle a peur de vous et que vous êtes là à dire oui, je vais la tuer si elle me fait un truc comme ça. Mais en fait, le rôle d'une maman, c'est d'être là pour sa fille. Tout le monde fait des erreurs dans une vie. Pour moi, personne n'est parfait et ouais, je sais pas. Je comprends pas les gens sur les réseaux sociaux et je comprends pas le monde, je comprends pas les humains par moment. Mais ouais, c'est très dur. Elle a été là pour toi, ta mère? Ouais, elle m'a énormément aidée parce que franchement, je pense que si elle n'aurait pas été là, je sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui, je sais même pas si je serais là. Vraiment, c'est dur. Qu'est-ce que ça signifie, les scarifications? L'acte de se scarifier? Je dirais c'est comme se sentir mieux. C'est compliqué un peu ce que je vais dire, ça paraît bizarre. Mais en fait, quand on a tellement une haine, on a tellement les mains qui tremblent, on n'est pas bien, on pleure, on ne sait pas comment se contrôler, qu'en fait, quand on va se scarifier, ben en fait, il va y avoir quelque chose qui va nous calmer. En fait, c'est trop bizarre. On va tellement être concentré sur la plaie qu'en fait, bah, à l'intérieur de nous, ça se calme. Enfin, c'est trop bizarre. La douleur Ouais, calme? ouais. En fait, à l'intérieur, on a mal. Et en fait, quand on se scarifie, on est tellement concentré que sur la plaie, ça nous fait mal sur la plaie. Et plus à l'intérieur, en fait. Donc ça masque la douleur interne. C'est ça, exactement. Et, En tout cas, c'est ce que tu croyais, je pense. je pense, ouais. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai arrêté quand même, mais ouais, T'as commencé à l'âge de 9 ans, Ouais, c'est ça? c'est ça exactement. En fait, quand il y a eu ma grand-mère qui s'est suicidée, j'ai commencé déjà à faire des tentatives par rapport à ma grand-mère parce que ben, on disait que, en fait, au début, T'as commencé à faire des tentatives à l'âge de 9 ans? oui, parce que en fait, quand ma grand-mère est décédée, enfin, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que moi, j'ai pris mes 9 ans. En fait, quand j'ai pris 9 ans, quelques mois après, ma grand-mère m'a appelée. En fait, quelques mois après mes 9 ans, ma grand-mère m'a appelée. Elle m'a dit, est-ce que tu voudrais dormir à la maison mercredi? C'était un lundi qu'elle m'avait appelée. Moi, j'avais dit oui et tout, trop contente, parce que ma grand-mère, c'est vraiment comme une deuxième mère. Et ce qui s'est passé, le mercredi en question, c'est que je me réveille un matin comme ça. Je me dis, bon, je vais aller manger chez ma mamie, je suis trop contente. Enfin, je vais aller dormir chez ma mamie, je suis trop contente et tout ça. Et quand je vais dans le salon, je vois toute ma famille en pleurs. Et je comprends pas. Je suis là, je suis une petite fille de 9 ans, tu vois toute ta famille en pleurs, ça choque quand même, c'est choquant. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a personne qui me répond. Et ma mère a dit à mon père, lui dis pas, ça va la traumatiser. Du coup, je regarde mon père en pleurant, il me dit mamie, elle est morte. Et là, en fait, j'ai commencé à m'effondrer. J'ai dit comment ça, mamie, elle est morte? Et il me dit mais mamie, elle est morte de vieillesse. Et je dis mais elle peut pas être morte comme ça du jour au lendemain. Et une semaine après, ma tante m'a annoncé que ma grand-mère n'est pas morte comme ça. Elle s'est suicidée. Et en gros, elle a avalé des médicaments le lundi soir. Et en fait, bah, ça a rongé dans son estomac. Puis elle est morte le mercredi. Donc ça a été un très gros choc pour moi et pour toute ma famille. Donc à partir de ce moment-là, moi, on me disait que ma grand-mère reposait en paix, qu'elle était heureuse, qu'elle était au paradis, tout ça. Donc bah, moi, j'ai voulu faire pareil. Donc, je me suis dit, bah, c'est l'exemple à suivre pour rejoindre ma grand-mère. Peut-être que je la reverrai. Et de là, j'ai voulu me jeter par la fenêtre, du coup à 9 ans. J'ai voulu me jeter par la fenêtre et mes parents bah, m'ont retenue. Et quand ils m'ont retenue, bah, du coup, ils ont dit qu'il faut que je voie un psy. Donc j'ai vu 3 psys, 2 thérapeutes, un psychiatre. Et puis bah, pendant longtemps, j'ai eu des psychologues pendant jusqu'à mes 15-16 ans. Et au niveau du compte-rendu, ils ont toujours dit à mes parents, votre fille, on ne peut pas faire grand-chose pour elle. En fait, elle a un nœud qui s'est créé à l'intérieur d'elle. Et en fait, il va se défaire avec le temps. Du coup, aujourd'hui, bah, je suis toujours une fille fragile et toujours une fille sensible. Et bah, par moments, c'est très dur d'avancer. Des fois, j'y repense, je me dis, j'aimerais bien voir ma grand-mère. J'aimerais bien avoir une vie saine, sans histoire, parce que, en fait, j'ai pas connu
vraiment de bonheur, genre sans que les gens me jugent. J'ai toujours été dans le milieu où que, genre, il y a toujours de la haine, on a toujours une haine vers moi. C'est parce que maintenant, je suis suivie sur les réseaux sociaux, donc bah, il y a de la haine, il y a de la critique, c'est normal, c'est les réseaux sociaux. Mais du coup, j'ai jamais connu un instant où que, genre, je vais avoir que du positif dans ma vie. C'est-à-dire de mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un moment où j'ai eu un moment de répit, un moment où que je me dis tout va bien dans ma vie. J'ai toujours eu de la haine, j'ai toujours eu de la tristesse. Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis je suis pas une fille méchante, je suis une fille gentille et je comprends pas toute cette haine envers moi. Je comprends pas et ça me fait de la peine parce que du coup ça touche aussi ma famille. C'est-à-dire qu'on a aussi harcelé ma famille, c'est-à-dire on mettait l'adresse de mes parents sur les réseaux sociaux. Des fois, ma sœur, elle va à l'école, elle se fait critiquer, elle se fait insulter parce que je suis sa sœur. Et c'est assez violent, même l'école nous a jamais aidés. Quand j'allais me plaindre parce qu'on me harcelait, l'école ne m'aidait pas. La police ne m'aidait pas, mais j'avais pas d'amis sur qui compter parce qu'on m'a toujours trahi, on me l'a toujours mis à l'envers. J'aimerais revenir sur l'école, quand tu nous expliques que ils te virent parce que tu intègres une arme blanche dans l'enceinte du collège. Ils n'ont pas cherché à lire entre les lignes? Non. Pour eux, j'étais une fille qui cherchait tout le temps les histoires. Parce que comme avec ce que j'ai subi, ce que j'ai eu dans mon passé, parce que on a été mis à la rue aussi avec mes parents, enfin, entre guillemets, en fait, avec tout ce que j'ai subi dans mon passé, je suis devenue un peu cette fille très impulsive. C'est-à-dire que quand on me critiquait, j'allais directement à l'affront. Je me frappais souvent, je pleurais souvent, je me plaignais beaucoup. Donc pour eux, ils disaient, ouais, elle est folle cette petite. Enfin, ils en avaient strictement rien à faire. À chaque fois, j'allais à la CPE. Tout le temps, j'allais à la CPE. Presque tous les jours, j'allais à la CPE. Ils disaient, ouais, elle cherche les problèmes, elle cherche les histoires. Elle a trop d'histoires, cette fille-là. Donc, ils n'ont pas cherché à savoir, ils m'ont virée. Ils étaient conscients de ton histoire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ma soeur, derrière, elle a été aussi à l'école. Parce que du coup, on porte le même nom de famille. Ils ont foutu la misère aussi. Parce que du coup, ils savaient que c'était ma sœur. Donc, ils se sont dit, elle va faire pareil. Alors que ma sœur, c'est complètement l'opposé de moi. Bah non, ils ont fait pareil. Toujours dans la critique, toujours le moindre truc que ma sœur faisait et qu'elle allait se plaindre. Et disait, non, c'est ma sœur qui est en faute. Enfin, c'était toujours elle la fautive. Alors que ma sœur, c'est une travailleuse, c'est une bosseuse. Elle s'appelait comment, ta grand-mère? Dominique. Qu'est-ce qui a créé ce lien si fort avec Dominique? Tout le monde ne sent pas, tout le monde n'est pas aussi proche De sa grand-mère. de sa grand-mère comme toi, tu sembles l'avoir été. En fait, ma mère, elle m'a toujours habillée on va dire, un peu en garçon manqué. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, elle m'habillait beaucoup en jogging, basket. Voilà, c'était toujours comme ça. Et moi, je voulais être un peu une petite fille, genre maquillage, tout ça. Donc, ma grand-mère, elle cachait des choses à ma mère dans le sens où elle voulait me faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle me mettait du vernis, elle me maquillait. Tous les matins, j'avais mon petit déjeuner. Enfin, en fait, c'était vraiment comme une deuxième mère et elle faisait tout pour ses petits-enfants. Et puis, elle nous a quittés. Et ça me fout la haine parce que c'était vraiment une personne bien. Et j'aimerais bien qu'elle revienne aujourd'hui. Parce que si elle serait là, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Parce que j'ai fait plein de conneries, j'ai fait plein d'histoires. Et je sais que je me confiais beaucoup à ma grand-mère. Et aujourd'hui, elle est plus là. Et j'aimerais bien qu'elle voit qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins épanouie dans ce que je fais, que j'ai une communauté, que j'ai des gens qui m'apprécient, que j'ai plein de projets, que je pensais pas avoir tout ça un jour. Et j'aurais aimé qu'elle soit là. Mais la vie est faite ainsi, on peut pas faire revenir les gens. C'est comme ça. Ce nœud dont tu me parlais, que tu as en toi, tu penses qu'il a commencé à se créer là? Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que c'est les psychologues, les médecins qui l'ont dit que c'était ma grand-mère qui m'a fait un nœud à l'intérieur et ce décès m'a tellement choquée que je resterai longtemps comme ça. C'est
Et puis avec le harcèlement, ça a pas entre guillemets joué en sa faveur non plus. Donc j'ai toujours eu ce nœud et ça partira un jour ou l'autre, j'y crois. Faut rester un nœud, positif. ça se dénoue. C'est ça. Non, faut rester positif et penser au futur et pas retourner dans le passé. Comment tu peux commencer à le dénouer? Continuer d'être dans cette voie, de le dénouer, parce que tu vas y arriver. Je dirais penser au futur, penser au projet, penser à la famille, penser positif, aller de l'avant, danser, rire, ne pas s'occuper des commentaires négatifs, enfin, ne pas être dans le négatif, je pense. Tu veux fonder ta famille? Ouais, j'aimerais bien. Après, pour le moment, j'ai que 20 ans et je considère que je suis encore jeune et que j'ai encore plein de choses à vivre et j'espère aller loin en danse. Et ouais, j'espère vraiment aller loin. C'est mon but et j'espère réussir. C'est mon but. J'aimerais bien l'accomplir pour avoir cette revanche sur ma vie. Tu l'as un petit peu. Un petit peu, oui, je l'ai. Je suis fière quand même. Je suis fière de... Tu peux parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu fais face tous les jours à la haine, encore, tu fais face tous les jours au jugement des gens. Et au lieu de te sauver, au lieu de te cacher, tu te montres au grand jour, malgré ce que tu as vécu. Exactement. Je vais enlever le malgré, avec ce que tu as vécu. C'est vrai. Tu peux être très fière. C'est gentil, merci. Vraiment. Merci beaucoup. La musique, elle t'aide ça m'aide beaucoup. À commencer ce travail de déneu? Ouais, ça m'aide beaucoup. La danse? Parce que vraiment, la danse, c'est, comme je dis, c'est un moyen où on peut s'exprimer. C'est-à-dire que tout style de danse, par exemple, je vais prendre un exemple, dancehall, hip-hop, c'est des danses assez énergiques. Donc là, tu peux vraiment envoyer tout ce que tu as envie d'envoyer à l'intérieur pour le refournir en danse. Contemporain, c'est plus tout ce qui est joué sur l'émotion, la tristesse, etc. Contemporain, moderne, jazz. Donc, en fait, chaque style de danse, on peut avoir une émotion. Et ça, c'est fort quand même. Donc, ça m'aide beaucoup. Et je vais peut-être te demander des cours. Ok, pour m'aider à extérioriser certaines choses. Moi aussi, j'aimerais bien apprendre à danser comme tu l'as fait avec Jonathan Matijas. Ok, ça marche. On va te donner des cours. Merci Camille. Avec plaisir. Merci infiniment de nous avoir partagé ton histoire. C'est malheureusement quelque chose qui arrive. Voilà, ouais, tu le sais, ça n'est pas arrivé qu'à toi. Et j'aimerais juste te poser la question la plus bateau du monde, peut-être, mais si elle peut aider, je m'en fous qu'elle soit bateau. Une personne, une femme, un jeune garçon ou moins jeune qui nous regarde en ce moment même et qui vit une situation similaire à la tienne, tu dois lui donner un conseil, un seul. Tu lui dis quoi? Bats-toi. C'est... Entre guillemets, la vie, elle est dure pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que du positif dans une vie, sinon c'est pas ça la vie. C'est que pour moi, dans une vie, il y a des obstacles à franchir. Et certains obstacles peuvent t'aider à prendre en maturité, à prendre en... Comment je pourrais dire? Chaque obstacle va t'aider dans ta vie. Et pour moi, le seul conseil que je peux te dire, c'est bats-toi, ou ça peut être positivité un max. C'est-à-dire, fais des choses que t'aimes, fais les choses que t'as envie de faire, pense à toi avant de penser aux autres. C'est ce que je dirais, je pense. Merci Camille. Merci pour ce mot de la fin très positif. On peut te suivre. Il faut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Camille-Stangel. Ton compte YouTube, c'est Camille, la danseuse off. Ton compte TikTok, c'est Camille-la-danseuse. Et ton Snapchat, c'est Camille-dancing. Tu as fait dans toutes les langues, toutes les possibilités. C'est ça. On ne peut pas te louper comme ça. C'est ça, exactement. Merci et merci à vous. Et j'en profite pour vous le redire. Quelle que soit la situation que vous traversez, je le dis tout le temps, je finis toujours mes interviews comme ça, c'est important. Et puis même moi, ça me remet sur le Exactement, c'est important. Ah bah oui, c'est important. Il faut avoir conscience que en refixant son cerveau sur quelque chose qui nous fait plaisir ou qu'on considère être positif, il n'y a que du bien qui peut nous arriver par la suite. Vrai. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle histoire en toute intimité.